il reste, bonjour à tous. D'abord, il reste encore 2 places là, parce que je vois que c'est très plein, et peut-être un petit peu là. On est très content d'avoir cette masterclass autour de la musique du Comte de Monte Cristo. Je remercie en particulier Perrine Kennesson qui va modérer et qu'on met hautement à contribution cette année, puisqu'elle modérait déjà ce matin un panel sur 2 autres films. Et puis c'est hyper agréable de vous voir aussi nombreux. Et je sais que vous avez tous vu le film, j'espère que vous l'avez aussi aimé. Voilà, je vais passer. Donc chaque année, on fait plusieurs masterclass comme ça autour de la musique, mais c'est la première fois qu'on a fait une avec notamment Jérôme Robotier, le compositeur. Mais Perrine va vous présenter plus en détail, qu'on est très content d'accueillir. Perrine, je te passe la parole. Merci. Merci Jérémy. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreuses et nombreux à cette masterclass autour du film Le Comte de Monte Cristo. Je pense que donc, vous l'avez toutes et tous vu. On va plonger directement dans justement la construction de la musique originale du film ainsi que son rapport au montage. Donc à côté de moi, j'ai le compositeur, c'est Jérôme Rebotier. On peut l'applaudir s'il vous plaît. À côté de Jérôme, il y a justement la monteuse du film, Célia Lafitte-Dupont, juste ici. Et tout au fond, on retrouve Pierre-Marie Dru, qui est le superviseur musical du Comte de Monte Cristo. On peut aussi l'applaudir. Donc on va vous emmener dans un voyage à travers cette musique de ce film, à la fois fleuve et en même temps si fluide et beau. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Jérôme, pour savoir comment, en fait, vous êtes devenu le compositeur du film Le Comte de Monte Cristo. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est très content d'être là avec vous. Dis donc, j'ai l'impression d'être un professeur. Là. Alors, comment je suis arrivé à faire la musique du Comte de Monte Cristo? Je fais de la musique de film depuis très longtemps. J'ai commencé à 20 ans par faire des musiques de court-métrage. Et puis, j'ai fait un certain nombre de films avec des auteurs comme Emmanuel Mouret, Tony Marshall, que vous ne connaissez peut-être pas ou que certains connaissent, qui sont des réalisatrices et réalisateurs connus dans le milieu. Et j'en suis arrivé à travailler avec Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui faisaient leur premier film en 2006. Donc il y a bien longtemps, un film qui s'appelle La Jungle. Et j'ai travaillé sur tous leurs films, donc ça semblait assez évident que je travaille sur Le Comte de Monte Cristo, bien que le film est quand même très différent des précédents films qu'ils ont fait. On avait travaillé notamment sur Le Prénom, qui n'est pas du tout le même genre de film et qui avait déjà été un succès. Et voilà, et donc Comte de Monte Cristo... Justement, comment, comme vous avez l'habitude de travailler ensemble, vous vous connaissez bien avec les réalisateurs, comment vous avez approché ensemble ce film différent de ce qu'ils ont fait auparavant et un film très ample. Donc voilà, quelle était l'approche au niveau de la composition avec les réalisateurs? Alors l'approche au niveau de la composition, on a évidemment, comme sur les autres films, parlé d'influence, on a parlé de compositeurs qu'ils aimaient bien. Ils m'ont laissé assez libre de travailler sur le scénario pour proposer des choses. En fait, on a parlé de 2 compositeurs. Je ne sais pas si vous... J'aimerais bien savoir d'ailleurs si vous les connaissez. Est-ce que vous connaissez Bernard Herrmann? Qui connaît Bernard Herrmann? Ah, là-bas. Voilà. Ah, ben voilà, c'est pour ça. Non, mais en fait, Bernard Herrmann, il faut savoir que c'est le compositeur des films notamment d'Alfred Hitchcock, qui est quand même une référence dans la musique de film, qui a inventé tous les codes de la musique de film moderne, il y a bien longtemps. Et si vous aimez la musique de film, je vous conseille d'aller écouter les musiques de Bernard Herrmann. Voilà. On a parlé aussi d'un compositeur qui s'appelle Johan Johansson, qui est un compositeur plus récent, que nous aimons beaucoup tous, les réalisateurs et moi, et ça a été un peu nos références. Voilà, on est parti de ça. J'ai écrit de la musique sur le scénario en fait, et je ne me souviens plus de la question. Non, c'était comment vous l'avez approché ensemble. Donc, il y a eu de l'écriture sur le scénario. Voilà. En fait, vous avez commencé à composer déjà au scénario avant que quoi que ce soit tourné. Exactement, parce que ça me permet vraiment d'écrire de la musique en m'imaginant ce que va être le film, qui parfois n'est pas juste du tout, mais au moins ça me donne déjà un vocabulaire et ça me permet de faire ma musique de film, celle que j'imagine. Voilà.
Mais donc justement, avant le tournage, il y a eu de la composition, mais il y a déjà eu aussi des enregistrements, des sessions d'enregistrement. Alors oui, ça c'est une autre étape. Donc je travaille sur scénario, je leur fais écouter des choses. On valide des thèmes qui leur plaisent en fait, et on se dit on va partir là-dessus. Et après, une fois que le film sera tourné et en train d'être tourné même, et qu'on recevra les images, on va voir ce que donnent ces idées de thèmes et ces premiers morceaux faits sur scénario, ce qu'ils donnent sur l'image. Cependant, pour le tournage, on a besoin d'enregistrer des musiques, parce que les musiques que je compose, je vais essayer d'être clair, les musiques que je compose vont servir évidemment au montage, mais il y a certaines musiques qui sont chantées ou jouées pendant le film. Donc celles-là, il faut les écrire avant. Et il y a notamment une chanson dans le film, que vous connaissez sûrement, la chanson d'Haïdé, qu'on a dû écrire avant le film. Donc avant, à ce moment-là, on parle avec les réalisateurs et on se dit, on veut une chanson comme ça, d'après un poème. Alors, on ne savait pas si c'était d'après un poème. Ils voulaient une chanson du 19e siècle, pardon. Une chanson du 19e siècle roumaine. Voilà, c'était le brief. Donc il fallait trouver la bonne chanteuse. Et c'est là que Pierre-Marie Dru, donc, qui est superviseur musical, qui connaît le rôle d'un superviseur musical dans un film? Ah, les gens du fond. Même les compositeurs, au fond, ils savent. C'est ça. En fait, le superviseur musical est une pièce maîtresse dans la fabrication de la musique du film, puisque c'est lui qui va gérer, qui va faire l'interface. Peut-être tu peux en parler mieux que moi, Pierre-Marie. Hein. Il y a différentes questions, mais là, c'est amusant de parler de la chanson d'Haïdé, parce qu'en fait, effectivement... moi, j'avais déjà travaillé avec Célia, on avait travaillé sur un film ensemble, et c'était la première fois avec Jérôme et les réalisateurs. Et il y a du temps pour faire des choses, mais il y a des moments comme celui-là, c'est avant le tournage où les choses s'accélèrent, c'est-à-dire qu'un tournage, ça se lance très vite, et on fait le tour du scénario. Il y a des endroits où, évidemment, il y a besoin de penser certaines séquences, et la chanson d'Haïdé, c'était la plus urgente pour les réalisateurs, et donc la question se posait de ce qu'on allait enregistrer, chanter. Il fallait qu'on l'enregistre avant le tournage. C'était un tournage qui a commencé fin juillet, et on s'est tous vus en juin. Et donc il fallait préparer une chanson pour la comédienne Anna Maria Vortolomei. Donc il y avait cette histoire évidemment qui est liée au scénario et au livre d'Haïdé, la Roumanie. Donc là on s'en est parlé avec Jérôme, et on a commencé à faire des recherches. J'ai un peu plongé dans la musique fin 18e, plutôt de ce coin-là de l'Europe de l'Est. Et j'ai découvert qu'il y avait un berceau de la chanson européenne qui venait de Moldavie, en fait, parce que ça croise la musique ottomane, hébraïque, gypsy, plein de trucs. Et on a sorti des textes. J'en ai proposé différents à Jérôme, qui les a regardés. On essayait de trouver des traductions, parce qu'on n'était pas très fort en moldave. Et il y en a quelques-unes qui lui ont plu. De temps en temps, trouver des partitions, mais c'était peut-être trop triste, souvent, les mélodies qu'on avait pour cette chanson-là. Donc Jérôme a décidé d'écrire une nouvelle mélodie à la guitare. On a donc enregistré cette chanson très vite après ça, parce que l'idée du texte plaisait au réalisateur. Et on est allé en studio avec une chanteuse que connaissait Jérôme, qui est d'origine turque, qui a appris le roumain moldave en très peu de temps. C'est donc la coach du tournage, qui a travaillé avec Pierre Ninet et Anna Maria. Et on l'a enregistré. Anna Maria est venue, ça c'est très intéressant, je trouve, dans la fabrication d'un film. C'est une comédienne, vous savez que elle avait envie de s'imprégner du rôle, et donc elle est venue pendant toute la séance d'enregistrement voir comment on faisait la chanteuse, qui s'appelle Goulay. Et on a enregistré la chanson, qui est évidemment magnifique. Et je vous raconte un peu ce qu'elle raconte, parce que c'est lié au personnage d'Haïdé qu'on découvre à ce moment-là dans le film. Donc je vous fais une ligne du texte. Ah, le doru, qui veut dire le désir, le regret, s'est emparé de moi, cher ange aux deux regards. Le doru me fait verser des larmes amères pendant que je tiens mes yeux fixés sur ta route. Ça raconte un peu quelque chose de l'histoire d'Haïdé. Donc il y avait une résonance dans ce texte-là. On s'est dit que c'était bien enregistré. Et après ça, Anna Maria travaillait tout l'été avec une coach pour apprendre à simuler la chanson. Il y a des histoires de playback, de lip-sync. Donc mon travail, c'est de lui trouver une coach, de l'aider à travailler pour qu'elle soit prête pour le tournage, à ce qu'on y croit à la fin. Et puis on a mis des micros un peu particuliers comme sur un tournage pour que ça soit mixable après dans le film. Et après cette étape-là, on est parti sur la musique du film. Donc là, je passe la main
le micro à Jérôme et Célia qui ont travaillé ensemble pendant longtemps. C'était très bien expliqué. Ce qui était assez drôle sur l'histoire de Goulaï et de la chanson, c'est que tu cherchais les textes. Un jour, Pierre-Marie m'appelle, il me dit « J'ai trouvé, c'est la doïna ». Alors j'aimais beaucoup ce mot parce que c'est un courant de textes roumains de l'époque. Et moi, de mon côté, je cherchais des chanteuses roumaines et je ne trouvais pas. Et tout à coup, plusieurs personnes me parlent de cette chanteuse turque avec une voix complètement incroyable. Et il se trouve qu'on l'appelle et qu'elle dit non, mais je suis tout à fait d'accord pour apprendre le roumain. C'est pas très loin du turc et en me faisant coacher en un mois, je vais pouvoir chanter au roumain. Et alors, du coup, on choisit quelques textes. Je les mets en musique et puis je lui envoie des versions de musique qui ressemblent plutôt à des chansons de mariachi, de chansons un peu espagnoles, mexicaines, je sais pas, parce que finalement moi quand j'essaie de chanter des choses comme ça donne ça, donc c'était assez drôle de l'avoir essayé de m'imiter et moi de lui dire mais non, garde ton vocabulaire et chante de manière orientale ce truc-là. Et elle a fait un travail absolument fantastique dessus. Voilà, et il y avait d'autres musiques quand même à faire. Il y avait un chant d'enfant pour l'église qu'il y a au début, quand ils se marient, il y a des enfants qui chantent. Donc c'est pareil, ça, il fallait faire l'adaptation d'un chant provençal qu'il faut résumer pour 2 voix d'enfants. Tout ça, c'est un certain travail, en fait, déjà. Voilà. Et après, c'est le tournage. Oui, c'est le tournage, mais notamment le tournage de cette scène d'Aïdé. On pense à celle-là, mais le tournage... Vu que c'est une chanson qui a été préenregistrée, comment le tournage, vous n'êtes pas, aucun de vous trois ne sont les réalisateurs, mais au montage justement, comment on monte une chanson qui a déjà été enregistrée? Il faut que ça corresponde à la. Est-ce que ça a des contraintes en fait finalement de montage, de monter une séquence comme la chanson d'Aïdé? Alors, bonjour. Oui. J'ai pas l'impression qu'il. Non. Là, oui, là oui. Bon. Oui, c'est une contrainte parce que les plans sont faits. Donc, l'actrice n'est pas guitariste ni chanteuse. Donc, il faut qu'on puisse croire au personnage à ce moment-là, tout en restant en synchrone. C'est-à-dire qu'on envoie un playback, elle joue sur ce playback, elle essaye de rentrer dans le synchronisme, et parfois il y a des glissements. Donc, ça donne des contraintes de montage pour essayer de la crédibiliser au maximum. Et effectivement dans le temps de la chanson, alors toute la chanson elle a été enregistrée je crois complètement, il y avait plusieurs couplets me semble-t-il, voilà, et on se dit effectivement sur la contrainte rythmique on ne mettra pas toute la chanson, donc on sacrifie une partie et là en l'occurrence cette scène c'est sous le regard de Albert, je ne sais pas si vous vous souvenez tous voilà, donc il s'agissait de la crédibiliser et en même temps de rendre cet instant particulier puisque c'est le moment où Albert va flasher sur Haïdé. Voilà. Et avant le tournage aussi, il y a l'enregistrement de certains instruments et je pense à des instruments un peu étranges que je ne suis pas sûre que vous ayez déjà vus, mais je pense que je vais laisser plutôt Jérôme nous parler de ces instruments un peu particuliers qui ont été enregistrés avant le tournage. Oui, alors avant le tournage, une fois donc que j'ai travaillé les trucs sur scénario, on se dit on va préparer les maquettes pour faire écouter les morceaux sur le film. Et je parle avec la production et notamment avec Pierre-Marie à ce sujet-là en lui disant vraiment j'ai l'impression qu'il faut que sur ce film, j'ai l'impression que pour que la musique soit vraiment qualitative, on ne va pas utiliser de synthétiseurs, on ne va pas utiliser de sons préexistants. Pour ceux qui font de la musique, vous savez que vous avez des tas de banques de sons, vous pouvez tout faire maintenant avec des banques de sons. Mais nous, on avait besoin d'inventer nos sons. Et donc, en fait, il y a des instruments qui s'appellent des structures de Bachet. Je ne sais pas si quelqu'un connaît les structures de Bachet voilà, au fond, mais ça, c'est les gens qui composent, ça, j'imagine. On s'est dit que les structures de Bachet sont des instruments qui sont assez atypiques et qui ont des sons métalliques, en fait, principalement métalliques, qui sont très affirmés et qui permettent vraiment de fabriquer des sons avec beaucoup d'harmoniques, beaucoup de caractères, je dirais. Et que c'était pour moi vraiment une plus-value. Donc en fait la production, et là encore Pierre-Marie est intervenu et c'était super, parce que c'est pas toujours facile de dire avant d'avoir fait écouter de la musique, bonjour, je voudrais de l'argent pour aller enregistrer de la musique. Ça c'est quand même quelque chose qui est assez inhabituel en France chez nous. Et là Pierre-Marie m'a tout de suite dit, mais évidemment si jamais on doit faire ça pour que le film soit plus qualitatif, que la musique soit plus qualitative,
on y va. Et il a persuadé la production de le faire. Et on s'est donc retrouvé à enregistrer des structures de Bachet, que voilà, qui sont des instruments qui sont presque des œuvres d'art. Si vous avez des salons très très grands, vous pouvez en acheter un, ça coûte assez cher, mais c'est assez beau. Et en fait, là, il y a des espèces de résonateurs dedans, donc on peut passer même des guitares, des trucs, ça fait des sons pas possibles. Et puis il y a là on voit mon ami Geoffroy Berlioz qui travaille avec moi et qui donc, lui, dans la musique de film, il a été très important puisqu'il a justement, à partir de ces sons qu'on a enregistrés, il a fabriqué tous les sons synthétiques, c'est-à-dire tous les sons qui ne sont pas de l'orchestre. Il a fabriqué tous les sons avec ça. Et vous allez voir, il y a une vidéo après où on entend. Alors, le son qu'on entend est un peu un son extrême, parce qu'il y a beaucoup de sons qui sont des percussions, qui notamment ont habillé toute la partie du château d'If. Toute la partie dans le château d'If, c'est quand il est dans sa cellule. En fait, quasiment toute la musique en fond est fabriquée avec ces sons-là. Donc si vous revoyez le film, vous écouterez, vous verrez qu'il y a des espèces de sons un peu particuliers. Ça a beaucoup amusé Célia de jouer avec. Bah oui, bien sûr. Oui. Tu peux en parler. Mais oui, parce que en fait, ces textures sont plutôt modernes. Et tout le sujet sur un film en costume, c'est comment ne pas saupoudrer du vieux sur du vieux, en quelque sorte, et sans que ce soit non plus ostentatoire et trop effet. Mais du coup, voilà, c'est Bachet dans If, sachant qu'en plus le décor est très minimal. C'est en gros des murs de pierre et les personnages sont isolés dedans. Il n'y a pas tant de place que ça pour la mélodie. Enfin, en tout cas, l'idée, c'était d'être assez épuré. Nous, on voulait même pas en mettre du tout. Voilà. C'est les réalisateurs qui sont arrivés après qu'on dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, une angoisse. Il nous faut de l'orchestre dans Yves. Oui, oui. Et l'idée, c'était quand même de créer aussi quelque chose d'angoissant, mais de minimal. C'est-à-dire de vraiment rester avec le personnage dans ce moment d'emprisonnement. Voilà. Alors, on n'a pas le temps de vous faire écouter tout ça parce que le film est long, il y a plein de choses, mais si vous allez écouter la musique dans la BO qui s'appelle Le Château d'If, dans les petites cartes, je crois que vous avez accès à toute la BO. Donc si vous scannez le truc, vous pourrez aller écouter Le Château d'If et écouter tous ces sons qui sont des sons de Bachet. On va juste écouter rapidement une vidéo où on voit un truc un peu extrême, puisque j'ai joué on peut jouer aussi à l'archet sur les Bachets. Et alors le son que vous allez entendre, qui est très strident, qui va vous paraître complètement incroyable en disant mais qu'est-ce que c'est que ce son, on n'entend pas dans le film. Après, en le trafiquant, on peut en faire ce qu'on appelle des drones, c'est-à-dire des sons très graves qui sont dans le film, que vous n'entendez pas forcément, mais qui donnent une tension. Célia aime beaucoup les drones, et qui font genre comme ça, et qui donnent la pression en fait quand on est en train de regarder les trucs. Je vous laisse écouter parce que c'est assez surprenant quand même, c'est vraiment du... On va peut-être pas écouter tout, hein. Je sais pas combien de temps ça dure, 2 minutes. Mais... Et alors ça, par contre, c'est le son. C'est le son, alors trafiqué et pris, on l'entend pas dans cette prise, mais le morceau Le Trésor, qui est un morceau que tout le monde connaît maintenant. Le début du Trésor, il y a un son qui fait... Et en fait, c'est un son de Bachet avec ce truc-là. Ça, c'est des trucs plus doux qu'on utilise dans le château d'If, par exemple, quand il est dans sa prison. Il y a des espèces de trucs comme ça qui... Voilà. C'est français, Et c'est français, c'est les frères Bachet qui ont inventé ça dans les années 50. Alors, il y a peut-être des trucs avec plus de bruit, mais voilà. Ce qui est très drôle, c'est que c'est une grange et qu'on est allé enregistrer en amenant nos micros et tout. Et voilà. Bon, voilà. On est bien, je pense. Non, mais ça vous donne une petite idée, en tout cas, de ce que sont les instruments de Bachet, a priori. Et en effet, il faut le rappeler, c'est bien, c'est français, messieurs, dames. Soyons bien fiers. Je me retourne encore vers... Ah, vous voulez ajouter quelque chose, Jérôme ? Ah bon, d'accord. Mais moi, les bêtises, c'est valable. Hein. On a le droit de dire des bêtises. Je me tourne vers Célia particulièrement. Célia, pour parler justement du rapport du montage et de la musique, mais je pense qu'avant de rentrer dans la collaboration que vous avez eue tous les deux
puisque le montage s'est fait au fur et à mesure. Avant de parler de votre collaboration à tous les deux, peut-être revenir justement sur un peu l'histoire de ce travail du montage et de la musique, et de la place de la musique dans le montage. J'ai une toute petite question, Alors. pardon. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le montage? Ouais, c'est bon. Ok, pardon. C'est pour faire le film, quoi. Oui. Non, les gens savent pas. Que parfois, je dis c'est pour faire le film. Les gens ne savent pas que pensent parfois que c'est tourné-monté. Tourné-monté. Mais c'est un des effectivement, trucs les plus importants du film. Je veux dire, Célia est vraiment la personne la plus importante après les réalisateurs quasiment dans un film. c'est une troisième écriture. Donc on passe de 150 heures de rush à, pour Monte Cristo, 2h49 de récit pur. Donc on a des choix à faire. Sur la collaboration avec Mathieu et Alexandre, nous on est à la 4e collaboration. Ensemble. Ils ont aussi écrit, j'ai monté D'Artagnan. Donc ils sont scénaristes aussi des Mousquetaires, D'Artagnan et Milady. Et moi, quand ils m'ont parlé du film, avant montage, eux, par exemple, parlaient plutôt d'un film qui venait de sortir, qui était Oppenheimer, musique de Ludwig Göransson. Et en tout cas, avec des attentes de thèmes assez forts. Voilà. Mathieu et Alexandre, en tout cas, laissent une liberté assez folle de collaboration. C'est-à-dire qu'on peut proposer des choses, et c'est même une attente de leur part. Donc moi, quand le montage débute, je commence déjà à discuter avec Jérôme. Il vient voir toutes les semaines des séquences prémontées. C'est-à-dire que le tournage a duré environ 16 semaines et demie, étalé sur 18. Là, j'étais seule pendant ce moment-là. Les réalisateurs sont passés 2 fois, on se parlait au téléphone. Avec moi. Pardon ? Seul avec moi aussi. Oui, mais j'y viens, Non, mais c'est dans la phrase blague. suivante. Et donc Jérôme passait 1 fois par semaine, je lui montrais les montages en cours. Et là, on parlait effectivement de musique, de matière musicale, des attentes du récit, parce que la musique est le partenaire particulier du film. Elle peut supporter le récit, elle peut le trahir aussi parfois. Donc on parle beaucoup de la narration, des personnages, de leur caractérisation. Et là commence effectivement la réflexion autour de la musique avec Jérôme. Avec Jérôme, alors moi je suis pas musicienne. J'ai dû faire 2 ans de piano entre 7 et 9 ans, donc j'ai pas le vocabulaire musical. En revanche, je vais parler souvent avec Jérôme plutôt en termes littéraires, de récit, ou en termes d'abstraction. C'est-à-dire que je peux lui dire j'aimerais que cette musique soit dans le passé, qu'elle crée du désir chez tel personnage ou tel autre, qu'il y ait une pointe de nostalgie. Je vais plutôt parler comme ça avec Jérôme. On écoute aussi de la musique ensemble. Et on écoute de la musique parce ensemble. Parce que Célia n'est pas musicienne, un peu pianiste, mais pas musicienne, on va dire. Mais elle a une connaissance et tu es fan de musique. Il y a un truc important que vous avez dit, je trouve, dans le brief initial des 2 réalisateurs, et c'est très peu courant, donc je me permets d'intervenir pour le dire, c'est ce rapport à la mélodie, au thème, au leitmotiv. On est quand même dans un rapport, je pense, mise en scène musique récent où la mélodie fait un peu peur, et là il y avait quand même un vrai désir qui est des grands thèmes. Exactement. Je pense que c'est important pour vous deux que ça soit très assumé chez les réalisateurs au début de votre travail. Mais ça c'est important, et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que effectivement quand on avait parlé avec les réalisateurs avant le tournage du film, on s'était vraiment dit on va réutiliser les codes qui sont des codes qu'on utilise beaucoup moins maintenant, qui sont des codes d'avoir vraiment des thèmes dans le film. Parce qu'aujourd'hui, tous les films modernes n'ont plus vraiment de mélodie. Il y a ce qu'on appelle de la musique produite, des effets, des tas de choses. Mais on est plus dans de la production que dans de l'écriture vraiment mélodique. Je vais juste rajouter quelque chose que je comprends moi. Mais vas-y. Qui est, en fait, aujourd'hui, la musique répète... Je vais parler en termes justement, comme je pourrais te parler, répète une phrase
mais ne continue pas le texte. C'est-à-dire que ça répète une phrase, un motif, et on s'arrête et on doit le retenir. Quand on parle de thèmes et des années 80, ou par exemple Indiana Jones, ou j'ai d'autres exemples, en fait, le phrasé se développe. C'est-à-dire qu'on a un vrai, entre guillemets, un vrai texte. Aujourd'hui, on est moins sur ce genre de choses. Donc, effectivement... et là, l'idée, c'était quand même de récupérer ces codes-là, mais de pas faire vieux. Donc, sur scénario, on a travaillé un certain nombre de choses. Et puis après, effectivement, quand ils ont tourné, en fait, Oppenheimer est sorti entre-temps. Et il y a quand même ce truc dans Oppenheimer qui est très, très fort en termes de production, puisqu'il utilise de la musique classique, mais il la joue d'une manière moderne, de manière incroyable. Et c'est vrai que ça a été un bon brief de manière d'aborder justement ces thématiques un petit peu anciennes. On va justement le voir sur 2 exemples après. Voilà. Mais tu as sûrement encore 2-3 trucs à dire ou... Moi j'ai une question, Ah c'est oui, sur voilà. le fait que... coucou, mais j'ai une question parce qu'en fait on comprend qu'il y a eu de l'écriture de musique sur scénario, mais aussi en fait la musique s'est aussi construite au fur et à mesure du montage qui se faisait en parallèle du tournage. Et ça c'est pas classique finalement, parce qu'on a plutôt tendance à penser que la musique elle est faite après, bien après. Donc le fait que ce soit en parallèle, ça c'est plus Ouais, c'est alors, étonnant ou ça l'est pas? c'est plus étonnant aujourd'hui. C'est justement un Je suis truc. vieille. Ouais. Non, mais avant, on faisait ça. Avant, on écrivait la musique après, ou alors avant sur scénario. Parce que dans les années 60, par exemple, toutes les grandes musiques d'Ennio Morricone, par exemple, avec Sergio Leone, tout ça, il écrivait les thèmes avant, une fois que tout. Et puis, ça marchait dans le film, il réécrivait quelques trucs. Après, aujourd'hui, on a quand même des moyens de... Mais tu l'expliqueras mieux que moi, je te laisse parler. En fait, à l'époque, on montait en traditionnel sur des tables de montage traditionnelles où il n'y avait que 3 pistes audio. Donc la musique est quelque chose qui n'appartenait pas vraiment au montage. On commençait à en parler, mais il n'y avait d'abord qu'une seule copie du film, qui était la copie en pellicule, et c'était la seule trace du montage. Donc on ne pouvait pas donner, comme aujourd'hui on donne un fichier aux musiciens, on envoie un QuickTime, tout simplement, et le compositeur peut commencer à travailler dessus. Dans les années 80, la VHS arrive, donc j'ai entendu une monteuse plus âgée qui m'a formée, qui me disait, mais en fait on filmait même le petit dépoli, c'était un tout petit écran, hein, c'était un écran à peu près comme ça, et on filmait en VHS pour pouvoir enfin donner une copie pendant le montage aux musiciens. Aujourd'hui c'est très simple, au montage on a récupéré aussi beaucoup de pistes audio, maintenant on en a autant qu'on veut. Donc la musique est quelque chose qui est finalement arrivé au montage. Les compositeurs collaborent en amont quand c'est possible et c'est souhaitable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le principe de la ref, qui est de la musique préexistante d'autres films qu'on peut utiliser au montage pour donner l'idée. Mais c'est toutefois beaucoup mieux parce qu'on peut aussi s'y habituer. Et c'est pas forcément la musique qu'on aura à la fin. C'est toujours mieux d'avoir une collaboration très tôt, parce qu'on discute effectivement outre de mélodie, de matière qui correspond à l'image, qui correspond aux acteurs qu'on voit à l'écran, et la musique est le vrai partenaire particulier du montage aujourd'hui, et on y a vraiment à faire, alors que je pense que c'était plus une chasse gardée, mais de fait, puisque techniquement, en fait, les compositeurs voyaient le film en projection ou sur scénario. Quasiment que des démos au piano, parce que de toute façon, Exactement. on n'enregistrait qu'à la fin. D'ailleurs, il y a un documentaire très intéressant qui s'appelle Ennio, où on voit, sur Ennio Morricone, qui vient dans la salle de montage, qui parle avec les réalisateurs et qui sifflote le thème de beaucoup de films qu'on connaît, mais il n'y a que ce moyen-là de rentrer la musique sur l'image. C'est très bien, moi je vais faire comme ça en fait maintenant, parce que c'est beaucoup plus simple. Et non, d'ailleurs, il y a un documentaire sur Michel Legrand qui vient de sortir, dans lequel on voit qu'il a investi dans une machine justement pour pouvoir lire les bandes avec le film, et c'est révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il a le film chez lui, mais c'est une machine qui coûte une fortune, et il peut visionner le truc, et pour lui c'est hyper nouveau en fait, c'est assez génial, parce que pour la première fois il peut travailler directement sur l'image. Bon voilà, on pourra en parler des heures, on fera une autre conférence là-dessus un jour.
Non, mais c'est intéressant de savoir aussi comment on fait. Et ces musiques sur lesquelles vous pouvez travailler en même temps que le montage, c'est des maquettes, c'est pas des musiques définitives à ce moment-là. L'enregistrement définitif, il a lieu après. Alors, ça, c'est intéressant. Parce que justement, on travaille, je fais des maquettes avec des samples d'ordinateur et des choses que je joue moi-même, mais sachant que ça va être rejoué après. Et là, notamment sur le thème de Mercedes, le thème d'amour principal du film, j'arrive avec ma maquette au montage, les réalisateurs sont là, Célia est là, je leur fais écouter, puis ils me regardent et puis ils me disent on ressent aucune émotion. Et alors moi qui suis sûr de mon truc, je me dis mais ma mélodie elle est dingue, vous pouvez pas me dire ça, c'est pas possible, tout ça, bon, c'est assez drôle. Et puis et je dis mais dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que la semaine prochaine, on va aller enregistrer des vrais musiciens qui vont jouer le truc. Et vous allez voir si jamais il n'y a pas d'émotion. Et là, on en reparle si jamais il n'y a pas d'émotion. Je suis d'accord, je changerai mon morceau, mais pour le moment, j'ai pas envie de le changer. Et en fait, on est parti. Donc, on appelle Pierre-Marie, qui lui s'occupe de tout ça. Et Pierre-Marie nous arrange et nous dit ok, pas de problème, j'ai réservé un studio. Il y a un violoncelliste et un violoniste qui vont venir la semaine prochaine. Et là, du coup, on est à l'étape des maquettes. Normalement, on n'enregistre pas. Donc, je travaille pendant une semaine et j'en profite pour écrire 12 des morceaux, les partitions de 12 des morceaux pour qu'ils puissent les jouer. Et on se fait une journée d'enregistrement qui était assez merveilleuse. Qui était sublime, voilà. Mais qui, d'un seul coup, c'est aussi le rapport. Quand nous, on nous donne, par exemple, au montage des maquettes, Jérôme, lui, se projette dans l'émotion qu'elles peuvent avoir parce qu'il se projette dans l'émotion de l'interprétation. Et en l'occurrence, ces morceaux, c'était quand même des solistes, plus particulièrement. Oui, c'est les morceaux qui demandaient des solistes. Oui. Ce qu'on ne comprenait pas et ce que Mathieu et Alexandre ne comprenaient pas, c'était l'interprétation qui aurait du cœur en un sens derrière et qui la manquait puisque c'était effectivement des samples sans interprétation. Et effectivement, à partir du moment où les solistes ont intervenu, Jérôme nous renvoie la musique et c'était la musique. C'est resté, on n'a même pas réenregistré. Toutes les parties enregistrées ce jour-là sont restées dans la musique définitive. Du coup, j'en profite pour dire que c'est mieux de fabriquer de la musique avec des vrais musiciens. Parce qu'il y a quand même un truc, effectivement, les machines et les outils qui nous permettent aujourd'hui de faire la musique, mais l'interprétation, ce que peuvent donner des musiciens dans un studio. Il y a tout un travail, c'est un dialogue entre un compositeur, les réalisateurs quand ils sont là et les musiciens présents. Et c'est fondamental. Je dirais même un autre cocorico après les Bachès, c'est que ces deux solistes qui sont très jeunes, Pavel et Guillaume Latil. Plus tard, on allait enregistrer un orchestre symphonique à Londres et il y a tous les musiciens de l'orchestre qui avaient ces enregistrements dans leur casque qui sont venus demander à Jérôme qui étaient ces musiciens parce qu'ils étaient très impressionnés par la qualité de leur jeu. Donc je veux dire qu'on a un pays qui forme de très grands musiciens et depuis pas mal de générations et ça continue, donc c'est très chouette, donc il faut les aider. Très bien. Une autre table ronde. Une autre table ronde sur les musiciens. Mais là, la photo qu'on voit, c'est l'enregistrement à Londres. Oui. Alors là, c'est l'enregistrement à Londres parce qu'on cherchait pour ce film un son. Moi, j'ai toujours enregistré en France parce que je trouve ça important de travailler ici, de faire travailler des musiciens français. Là, il se trouvait qu'on cherchait une production vraiment très à l'américaine et on savait qu'à Londres, il y a l'orchestre qui enregistre toutes les musiques de films américaines. On est allé à Air Studio, qui est une grande chapelle, qui est un studio qui a été monté par le producteur des Beatles à l'époque, qui était le studio de ses rêves, et qui est un peu la référence. Hans Zimmer, pour ceux qui connaissent, enregistre tout là-bas, tout ça. Et donc on a travaillé avec l'équipe des gens qui ont enregistré la musique d'Interstellar, d'Inception, et on savait qu'on aurait de toute façon des gens qui seraient super pour ce son-là. Donc si ça marchait pas, autant pour moi c'était de ma faute. Au moins j'assumais complètement le truc. Et donc on s'est retrouvé dans cette grande chapelle. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de musiciens, mais en fait il y en a beaucoup là. Parce qu'ils là c'est juste les cordes et ils sont déjà au moins 60. Voilà, on a passé. On a enregistré en sections séparées. Et après, on enregistre en séparé pour des questions de mixage. En fait, on enregistre les cordes et puis les cuivres et puis les bois. Et comme on a déjà enregistré tous les solistes à Paris qui ont déjà joué pas mal de choses finalement, là on se retrouve avec une matière vraiment super d'orchestre, plus les sons fabriqués avec les bâchets avant. Et voilà, après on fait comme de la cuisine, on prend les ingrédients
et on mixe tout ça pour que ça donne le résultat que vous connaissez, donc si vous connaissez la musique. Je pense que c'est pas mal de passer à la pratique un petit peu, de montrer un exemple de ce qu'on vient de dire, mais d'aller par l'exemple aussi, notamment avec un des thèmes qu'on entend. Et donc c'est Pierre-Marie qui va chanter, je crois. Ouais, c'est ça, on va chanter à plusieurs voix parce qu'on n'a pas d'instrument. Donc Pierre-Marie, tu peux commencer ou la basse? Bou, 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 bou. Mi bémol. Non, on va aller sur le thème de Edmond et Mercedes. On va prendre un exemple de tout ce qu'on vient de raconter. On va prendre un exemple de tout ce qui est raconté. Alors justement, sur scénario, il y a un truc assez intéressant, c'est qu'on discute avec les réalisateurs qui veulent absolument que je fasse des morceaux au piano pour se rendre compte de ce que vont donner les mélodies. Et on se dit quelle est la mélodie de la passion entre Edmond et Mercedes. Et alors je travaille un morceau au piano que je leur fais écouter, que je crois qu'on pourrait écouter là, qui est un morceau... je ne dis rien de plus, on va l'écouter. C'est très loin de la musique du film. Voilà, donc c'est très simplement exprimé une mélodie en fait qui est un peu développée. Donc par rapport à ce que disait Célia tout à l'heure, c'est pas un truc moderne du tout puisque c'est une mélodie qui se développe. Donc ça fait très vieille musique. Et ils tombent complètement amoureux de cette mélodie. Ils nous disent qu'il faut absolument qu'on mette ça dans le film pour la scène de Edmond et Mercedes, la première fois qu'on les voit. Et alors, en arrivant au montage avec Célia, Célia essaye, elle m'appelle, elle me dit déjà le piano ça marche pas. Et puis la mélodie, ça leur donne un côté vraiment. Et puis je viens voir et puis je dis effectivement. Non, je te dis même, pardon Jérôme, c'est mièvre. Merci, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et je lui dis, mais c'est aussi les dialogues qu'on a entre nous au récit. Je lui dis, mais en fait, on a l'impression d'un amour juvénile, alors que l'histoire est déjà consommée quand on les voit ensemble. Ils s'embrassent dans l'écurie. Et donc, sauf que tu fais écouter le truc à Dimitri Rassam qui dit j'aime bien. Voilà, c'est ça. On se retrouve en quelque sorte bloqué. Le producteur du film. On se retrouve en quelque sorte bloqué par Mathieu, Alex, le producteur. On se dit, nous, on ne peut pas faire un truc qui sonne ancien comme ça, c'est impossible. Donc là, à partir de ce moment-là... Attendez, on a la version de cette séquence avec le piano? Justement, on a une version entre deux. Célia commence à proposer un truc en disant il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'un peu mystérieux dans tout ça. On va essayer d'utiliser ce truc de piano, mais qu'est-ce que ça va donner? Et là, on va vous montrer l'extrait. Donc, si vous avez vu le film, vous allez voir des essais de Célia avec des choses que j'avais travaillées, des nappes de son pour le début et le thème, ce fameux thème de piano qui arrive après. Et ensuite, on regardera ce que donne la version finale. Enchanté, Maximilien. Maximilien, je te présente le capitaine Dantès. Bonjour, capitaine. Alors, quel âge? Capitaine? Ouais. Tâchez de vous en montrer digne, Edmond. Bien sûr, monsieur. Bien sûr. Hein? Edmond. J'arrive pas à croire que tu sois là. Je dois te dire quelque chose. Que tu m'aimes. Oui, ça. Mais... Non, il n'y a pas de mais. Attends. Mais...
recommence. T'es en train d'embrasser un futur capitaine. Tu vas être... Oui. Alors on va pouvoir se... Oui, oui, on va pouvoir. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué, tu m'as manqué, tu m'as manqué. À tout à l'heure. On peut couper là. Donc là, on se dit, ok, c'est un peu moyen, il nous manque une envolée, il nous manque des tas de trucs. En fait, l'idée des nappes, c'est super parce que c'est un peu intriguant et on a besoin d'être intriguant à ce moment-là. Donc là, moi, je repars dans mon studio et je me dis, qu'est-ce que je vais faire, sachant qu'ils aiment cette mélodie, qu'il faut la garder, mais qu'en fait, on ne peut pas avoir ça. Et je retravaille et je repense à, en plus, ces histoires d'Oppenheimer dont on a parlé, parce que la musique d'Oppenheimer, elle a un côté quand même qui est très, finalement, qui a un truc très synthétique, et puis il y a quelque chose d'indéfinissable à chaque fois dans les thèmes, et c'est ça qui fait la force de ce truc. Et finalement, je propose un espèce d'entre-deux dans laquelle on entend encore la mélodie, on entend notamment le début de la mélodie, qui est très important, qui fait... Et ces trois premières notes sont extrêmement importantes. On va le voir dans 5 minutes pourquoi. C'est un petit peu fait comme Ennio Morricone en fait, quand il siffle la mélodie. Ah oui, c'est ça. J'ai mal chanté, tu veux dire? Non, pas du tout. Et c'est dur de bien chanter quand on est assis et intimidé par 100 et quelques personnes, hein, ça je vous dis. Et donc on va écouter la version finale, vous allez juste voir la différence, mais vous allez voir quand même que ce qu'on a entendu avant et qui ne marchait pas, l'idée mélodique et l'idée de la structure, l'idée de la composition, elle y est encore en fait. Mais là, il y a un côté épique dont on avait besoin et tout à coup on s'est dit, il nous faut vraiment une musique épique. Et voilà, on écoute. Capitaine? Ouais. Tâchez de vous en montrer digne, Edmond. Bien sûr, monsieur. Bien sûr. Hein? C'est bien. Oh, Edmond! Ah, j'arrive pas à croire que tu sois là. Je dois te dire quelque chose. Que tu m'aimes. Oui, ça. Mais... Non, y a pas de mais. Attends. Mais... Tu recommences. T'es en train d'embrasser un futur capitaine. Tu vas être... Oui. Alors on va pouvoir se... Oui, oui, on va pouvoir.
Tu vas bien? Et toi? Ouais. Ça va? C'est Edmond, le fils de Louis? Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, papa, il faut que je le voie. À la maison. À plus tard. Sinon, on regarde tout le film. Et voilà. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte qu'en fait, c'est le même morceau, mais vraiment retravaillé par rapport à ce dont on a besoin. Et en fait, c'est vraiment là où c'est important de travailler avant sur scénario, parce que quand on est dans l'urgence, on a du mal à avoir un vrai récit mélodique et à travailler des mélodies. On travaille plus des impressions. Et là, en fait, ça permet vraiment d'avoir gardé cette idée de mélodie, cette idée de force de récit, en adaptant le truc à l'image. Voilà. Avec un orchestre. Est-ce que se Avec rajoute... Avec un orchestre, ça amène quelque chose. Ah oui, c'est un orchestre. Est-ce que se rajoute aussi, c'est-à-dire Jérôme par rapport aux images et les discussions qu'on peut avoir sur le récit, il met quelque chose, en fait on le voit même dans le plan profil large où Dantès passe sous les arbres, il rajoute en fait quelque chose qui est de l'ordre de la nostalgie et quand même pointe l'idée déjà que en fait cette histoire, il y a un nuage au-dessus et qu'elle est presque déjà dans le passé alors qu'on est au début du film. Et ça, je trouve que ça, en fait, ça rend ce moment beaucoup plus complexe que juste dire bon bah voilà, ces deux personnes s'aiment tendrement et voilà. Et donc on passe au. Oui, je disais juste que c'était très émouvant là en voyant la séquence. Je crois que je suis fatiguée. Non, et donc, c'est pas vrai, mais tu as dit un truc, un truc sensible. hyper intéressant parce que. Non, j'ai pas de cœur. Perrine regarde le truc et elle dit c'est quand même beaucoup plus émouvant. Et voilà. Et bon voilà. Et on voit que heureusement parce que sinon. J'ai un bon vocabulaire musical. Je dis juste c'est émouvant. Donc peut-être avant de pouvoir laisser des questions et de vous laisser l'opportunité de poser des questions, revenir un peu sur le thème du trésor. Dont vous l'avez déjà évoqué un petit peu. C'est un peu le tube de cette BO, mais donc peut-être dire quelques mots sur ce trésor. Ce trésor qui n'est pas complètement étranger à ce qu'on vient d'entendre. Parce qu'en fait, le trésor, au moment où on arrive à ce moment-là, il a été en prison, il va aller chercher ce trésor un peu parce il ne lui reste plus rien. Il vient de sortir de prison, il apprend qu'en fait sa femme est partie avec son meilleur ami, son père est mort, il est tout seul, il sait qu'il a peut-être cette chance de trouver le trésor. Est-ce qu'il y croit, est-ce qu'il y croit pas, on ne sait plus vraiment. Mais en tout cas, dans sa tête, il est complètement perdu. Et pour la musique, on avait besoin de quelque chose de très épique, mais j'avais besoin quand même de raccrocher ce morceau du trésor à cette morceau de passion qu'on vient d'entendre, en me disant finalement qu'est-ce qui lui est arrivé quand il était en prison, quand il avait tout perdu. Il n'a cessé de ressasser ce morceau d'amour avec Mercedes. Et en fait, au moment où il est devenu fou, il a fait une espèce d'obsession sur le début de cette mélodie. Et en fait, je me dis que la mélodie de Mercedes au début commence par pi do di do di do di. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand on devient obsédant? On se fait comme un disque rayé. Et en fait, à partir du moment où je trouve cette idée, je me dis en fait, c'est sa mélodie d'amour qui devient un disque rayé. En fait, avec des basses qui sont un peu menaçantes parce qu'évidemment, il a complètement pété les plombs, il n'est plus lui-même. Et à la fois dans ce morceau, un côté très épique parce que ça doit être un moment assez très fort pour le spectateur. À la fois, tout ce qui se passe à l'intérieur de son personnage, c'est quelque chose de très complexe parce qu'il il est complètement perdu. Donc je me suis dit, avec cette mélodie très simple de 3 notes qui se répètent de manière obsessionnelle, cette ligne de basse qui finalement est très simple et très évidente, qui joue la menace, à l'intérieur, je vais essayer de construire comme une petite symphonie avec des instruments qui vont jouer des choses d'influence baroque. Pour le baroque, c'est la musique du XVIIe siècle, on va dire. Et qui vont donner un espèce de côté un peu Vivaldi à ce morceau moderne, et qui va être finalement un morceau qui paraît très simple, mais qui n'est pas si simple, qui est finalement assez complexe dans son écriture. Qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus? Tu as sûrement des choses à dire aussi dessus. Plus rien. Non, et ce qui est assez important, c'est au moment où il va rentrer dans la grotte et découvrir le trésor, de se dire, normalement, quand on rentre dans un intérieur, dans un film, on a tendance à vouloir que la musique ne prenne pas toute la place, parce qu'il y a des murs, il y a quelque chose qui l'empêche un peu d'être... on met rarement un grand outil d'orchestre dans une pièce.
On met plutôt Et là, en l'occurrence, au moment où il va rentrer, on est à l'intérieur de lui. Toute la musique du film est basée sur l'intérieur des personnages. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de très fort quand il arrive à se dire « Ah ben finalement, on m'a dit que je pouvais ouvrir cette porte et qu'il y avait un trésor là derrière ». Il se rend compte que en fait, ça va être vrai. Et il y a quelque chose de fou qui se passe à l'intérieur de lui. C'est l'espèce d'explosion de sentiments, de colère, de vengeance, de rêve de devenir l'homme le plus riche du monde. Et donc la musique s'amplifie à mesure qu'il arrive justement dans la grotte et qu'il va découvrir le trésor. Et il fallait que ce point soit un des points culminants du film. C'était hyper important. Voilà. Non, et juste pour dire que c'est sur les films français en général, en fait, les images ne sont pas autant ouvertes. C'est-à-dire qu'on appelle ça aussi de la production value. Parce que tu veux dire par image ouverte. Non, mais oui. Enfin, je parle de ce qu'il y a juste avant, de tout son trajet. Ah bah oui, évidemment. Justement à l'envolée. Ça pousse à l'envolée et c'est rare en fait de travailler sur, en tout cas dans la production française, d'avoir accès à ça. Voilà, c'était juste pour dire que c'était aussi un défi de se laisser aller à l'épique. Voilà. On va l'écouter, puis on pourra redire 2-3 petites bricoles dessus. Et le regarder. Est-ce qu'on le commence un peu plus loin? Oui, alors, l'extrait commence très tôt. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est commencer au moment où il arrive, il voit le bateau. Tu peux le mettre un peu plus loin. Vas-y, par là, encore après. Après, voilà, là, c'est bien. On va entendre le son de Bachet. Évite la mer de Ligure et ses patrouilles incessantes. Mets le cap sur la Sardaigne. Tu pourras faire escale à Santa Teresa di Gallura. L'île de Monte Cristo se trouve à l'ouest de l'archipelago toscano. Là, il y a le côté épique, de grandeur. Tu accosteras par la pointe sud. Je sais que tu seras bouleversé par son austère beauté. Côté de violon baroque, Je dont je parlais t'envie tout à l'heure. de la découvrir pour la première fois. Voilà. C'est là. Le caveau de l'illustre famille Spade. Le reste, Edmond, c'est ton histoire. Celle d'un homme qui a le monde dans le creux de sa main. Donc là, il sait pas. Il se dit, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir ou pas? Je pense. Mais là, ça marche. Ben, moi, j'ai peur avec lui. Là, c'est Indiana Jones, quoi, carrément. Là, c'est la mélodie de sa passion, la force de ses sentiments qui sort dans les violons.
dessus, on entend bien, ça fait trrrr, qui est encore un son programmé par notre ami Geoffroy Berlioz. Voilà. On va peut-être laisser l'opportunité de poser des questions. J'avais juste un dernier petit truc à dire, c'est quand même que pour arriver à tout ça, on a parlé de la composition, on parle du rapport avec le montage, on arrive à faire que on persuade les réalisateurs, c'est très bien, mais après il y a toute une équipe qui vient travailler pour faire ça, parce que c'est pas moi qui arrive et qui dit bonjour, vous allez jouer la musique, c'est parfait. En fait, on est débordé, on a 90 morceaux de musique à enregistrer pendant 3 semaines, et il faut écrire les partitions des 90 morceaux pour 100 et quelques personnes. Donc à ce moment-là, il y a des gens qui viennent m'aider et on est une vraie équipe, on est nombreux. Et il y a notamment des gens qu'on appelle les orchestrateurs qui écoutent les maquettes que j'ai faites, qui sont à peu près équivalents à ça, mais avec un son un peu vraiment moins bien, et qui vont écrire toute la partition de manière à ce que moi, je puisse avoir la partition dans les mains et leur dire « Ok, c'est exactement ça que je veux, ou pas ça, ou pas ça ». Et on travaille ensemble pour arriver à faire ces partitions dans les 3 semaines. Donc ça dure jusqu'à 2h, 3h du mat en général, assez souvent, parce qu'on fait des zooms en se passant les trucs, bref. Mais tout ça pour dire, ils étaient 7 personnes à travailler rien que pour écrire les partitions. Pourquoi il ne marche plus? Non, c'est moi. Et rien que pour écrire les partitions, ils étaient 7 personnes. Après, il y a les gens du son, qui sont quand même 3 ou 4, je ne vais pas tous les nommer, mais voilà. Il y a Geoffroy qui finit de préparer les trucs, plus tous les musiciens qui vont jouer, il y a plus de 100 musiciens. Donc c'est quand même important de savoir que c'est, ok, on est le compositeur, tout le monde dit c'est vous qui avez fait la musique, c'est moi qui ai écrit la musique, mais pour la réaliser, ça dépend aussi du choix de mon équipe. Et c'est ça qui fait que la musique, à la fin, est vraiment qualitative, c'est qu'on a les bonnes personnes. Et c'est là où c'est très important aussi de travailler avec des gens comme Pierre-Marie, des superviseurs musicaux, parce qu'ils font tout pour que cette musique se réalise le mieux possible. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Merci, oui, on peut les applaudir. C'était pas bien? Ah bon? Vous me dites hein, si c'était pas bien. Hein. Je me tourne vers vous. Si vous avez, on a à peu près une dizaine de minutes pour poser des questions. N'ayez pas peur, vous avez vu, ils sont très gentils. Voilà, j'arrive. Oh non, on a un micro là, il y a là ici. Il y a une... Non mais on nous a déposé quelques affiches du film. Je ne sais pas s'il y a des gens qui en veulent, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, ça sera pour les plus belles questions. Non, c'est pas un concours. Allez-y, mademoiselle. Non, je blague. Moi, j'avais 2 questions pour vous, Jérôme, et vous, Célia. Tout d'abord, est-ce que c'est le film où vous êtes le plus fier de votre composition musicale, où vous avez le plus expérimenté d'instruments de musique? Est-ce que c'est votre préféré niveau musical ou pas? Oui, je pense. Je pense, alors qu'au départ, chose assez bizarre, je n'aime pas forcément les films dans lesquels il y a tout le temps de la musique. Ça a été un des premiers trucs. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas de silence dans ce film? Les réalisateurs m'ont dit, on veut faire comme un opéra. On veut vraiment qu'il y ait de la musique tout le temps. Et à l'arrivée, ça a été quand même une expérience fantastique. On se disait encore tout à l'heure que tout s'est aligné, parce que faire un film qui a autant de succès et qui à la fois plaise de manière qualitative à un public d'avertis, de cinéphiles, ça c'est quand même un truc qui arrive très rarement. Donc oui, moi je suis extrêmement fier de tout ce qu'on a fait et c'est un peu l'aboutissement du travail que je fais depuis 25 ans. Et après c'est pour vous, puisque vous montez le film, comment vous savez ce qu'il faut retirer ou pas? Parce que vous avez dit qu'il y avait 9 heures de film. 150 heures de rush. 150 heures. Enfin, comment vous avez fait? Enfin, quel tel point de vue marche ou pas? Est-ce que vous avez toujours gardé? Est-ce que vous gardez les choses que vous n'avez pas gardées pour le film ou vous les jetez un peu? Je sais pas comment ça marche. Alors, quand les garçons ont vu, enfin les réalisateurs ont vu le film le 27 novembre, ils ont découvert ce qu'on appelle le premier montage. Ça faisait 3h20. Donc on a coupé en fait ensemble une demi-heure. On a fait très peu de sacrifices de séquences de personnages. Mais on savait, on avait en tout cas tous les 3 l'envie de passer sous les... Il fallait que ce soit quand même sous 3 heures pour que les gens aient accès au film. C'est-à-dire que au-delà, c'est quand même beaucoup. Et après, il y avait pas il fallait pas faire de concessions, c'est-à-dire
réduire pour réduire. C'est-à-dire qu'il y a des séquences, notamment au début, dans le bureau de Villefort, il fallait garder une tenue, c'est-à-dire laisser les plans se développer. Et j'ai presque envie de dire tout au long du film. Il ne fallait pas que ce soit réduire la durée en sacrifiant quelque part à du trop rapide à l'intérieur des séquences. Mais c'est vrai que, comme la musique, toutes les planètes ont été alignées. On a trouvé très très vite l'équilibre du film, sans faire toutefois des concessions. Mais effectivement, je choisis, quand les garçons sont en tournage, moi je choisis les prises sur le jeu d'acteur. Et ça, c'est beaucoup de ressenti. Je peux dire que je suis la première spectatrice du film. Oui, c'est-à-dire que en fait, il y a eu des plans, des plans de la maison qui ont été faits sur papier. Au tournage, donc ça c'est le scénario. Au tournage, ils ont utilisé des briques pour construire les murs et la structure de la maison. Et moi, on me laisse la possibilité de dire, en fait, la cuisine, elle est pas super à cet endroit. Je vais peut-être la déplacer. Et en plus, suivant le jeu d'acteurs, qui sont mes partenaires particuliers, comme la musique, je vais pouvoir choisir la couleur sur les murs. C'est-à-dire plutôt refroidir une séquence ou la réchauffer. Et en fait, c'est vraiment un langage d'impression avec les corps, avec les regards d'acteurs, de jeu, de choisir ce qui est au mieux pour que ça se ressente, ou en tout cas, moi, d'abord, je vais ressentir quelque chose pour essayer que tout le monde le ressente. Voilà. C'est une projection. Il y a quelques réorganisations. Toutefois, il était bien écrit. Oui, c'est ça, c'est que le film est bien écrit, et toi, après, quand même, tu fabriques le film pendant qu'ils sont en train de le tourner. On choisit au montage la grammaire à l'intérieur des séquences. C'est-à-dire qu'on peut se dire, je vais mettre le verbe avant le sujet, je vais mettre une virgule là, 3 petits points. Ça, c'est le rythme. Peut-être je vais couper une réplique parce que le regard de l'acteur en fait a tout dit et cette réplique n'a plus besoin d'exister. Et après, quand les réalisateurs arrivent au montage, on continue le jeu de ping-pong. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est 3 à devoir ressentir et à s'aligner et à être OK sur le film se donne le mieux possible pour tout le monde. Voilà. En fait, on vous a donné les mots et vous faites la syntaxe. Vous construisez la phrase. Oui. Oui, en quelque sorte. J'avais choisi la maison, je trouvais ça un petit peu plus... bien la maison. Non, mais là, ce qui est intéressant, c'est que le film Célia a fait un tel travail sur le film que quand les réalisateurs sont arrivés juste à la fin de leur tournage, ils voient leur film qui fait 3h20, certes, mais ils se disent, en fait, on enlève les 20 minutes et le film est là. Ils n'ont pas du tout... Ça peut arriver parfois que les réalisateurs arrivent et disent « Oh, mais non, c'est pas du tout ça que je veux, alors on va recommencer, on va mettre lui ici, là, machin, et puis là, ça recommence. » Alors là, c'est vraiment sur un film comme ça. De faire ça, ça peut être vite très, très compliqué. Et là, en l'occurrence, 10 jours plus tard, le film, à 3 virgules près, était là. Oui, c'est aussi sur un film qui a quand même un budget conséquent, mais surtout un temps de tournage très long. Le travail pour moi est aussi peut aller plus loin dans cette période où le film est en tournage. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est des films, on les suit pas à pas. J'ai commencé le montage le 2e jour de tournage. Mais ce qui est important de savoir pour ceux qui peut-être veulent faire du cinéma et tout ça, c'est qu'au moment où on fabrique ce truc et où ils sont en tournage, on a quand même une énorme pression sur les épaules, et surtout toi, Célia, c'est de se dire, on est en train de tout fabriquer, on passe des semaines, mais est-ce que ce qu'on fait va leur plaire ? Parce que si ça plaît pas, alors là, c'est un des trucs, c'est d'arriver à garder son sang-froid, être sûr de soi, avoir suffisamment de confiance dans ce qu'on fait, en se disant, on est sûr que ce qu'on fait, c'est bien. Parce que ça, c'est important, parce qu'on pourrait poser des questions et aller dans toutes les directions possibles. On n'a pas de patron vraiment au-dessus de nous, et il faut se débrouiller, quoi. Très belle phrase je crois que c'est Alexandre en interview pour je sais plus quelle radio, qui parle à un moment donné dans le cinéma. Il dit mais j'ai des amis qui bossent dans l'industrie traditionnelle et ils sont hallucinés de voir quel pari on prend dans le cinéma. Et il dit, en fait, on est une industrie du prototype. C'est-à-dire qu'on commence à travailler sur quelque chose, mais en fait, on ne sait pas du tout si ça va marcher, si ça va plaire, si finalement l'histoire va s'emboîter correctement. Et j'aime bien cette idée de prototype
Bien sûr, bien sûr. Aussi. Voilà, oui. Est-ce qu'il y aurait une deuxième question peut-être? Oui, par là. Merci. Bonjour. Déjà, merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Je me demandais s'il est possible d'avoir, de créer des musiques aussi qualitatives avec beaucoup moins de moyens, sans forcément avoir d'orchestre et d'avoir une plus petite équipe. Alors, j'ai envie de vous répondre, c'est un peu comme le dessin. Est-ce que vous êtes obligé de faire un tableau avec 5 couches de peinture pour faire quelque chose de joli? Non. Pas du tout. En fait, la musique, ça a quand même quelque chose de magique, c'est qu'avec rien, on peut faire quelque chose. Sur un film comme ça, c'est compliqué de mettre très peu. Parce que forcément, le film est très ambitieux, l'image prend beaucoup, donc la musique se doit d'être très orchestrale. Mais justement, notre rôle de compositrice et compositeur dans la musique de film, c'est de savoir aussi parler avec les éléments qu'on a à disposition. Si on a un film et on peut prendre un seul instrument et puis faire une BO absolument fantastique avec une clarinette. C'est là où il faut qu'on soit malin et qu'on connaisse bien. Il faut beaucoup travailler pour faire de la musique de film, dans le sens où il faut connaître énormément de vocabulaire, énormément de choses et se dire, avec tous les ingrédients que je possède, qu'est-ce que je peux être capable de faire et d'inventer. Et on peut très bien faire une musique qui coûte absolument rien, surtout avec un synthétiseur. Pas d'orchestre, rien du tout. Des tas de BO sont super avec des moyens très, très réduits. Donc non, c'est pas du tout une obligation. Vangelis l'a montré. Oui. Et c'est des chariots de feu, c'est très beau. Voilà. Bonjour. Moi, j'aurais une question à Célia. Vous aviez dit que c'était vous qui choisissez vos prises, les prises que vous préférez selon le jeu des acteurs. Mais alors du coup, c'est quoi la différence entre votre métier et le ou la script? Alors, je choisis les prises et les réalisateurs, quand ils arrivent, peuvent remettre en question le choix des prises que je fais. La collaboration continue. C'est-à-dire qu'il y a une monteuse qui disait « faire et défaire sont les mamelles du montage ». C'est-à-dire qu'il faut savoir, parfois, le choix qu'on fait nous met dans une impasse, on défait, on refait. La script, sur un tournage, parfois on l'appelle la secrétaire du tournage, mais c'est un petit peu péjoratif. Elle va aider à ce que les raccords de costumes, de jeu, elle surveille tout, de coiffure, je vais donner l'exemple d'une cigarette. On fait une prise et l'acteur ou l'actrice a 4 phrases à dire et à la fin des 4 phrases on coupe et la cigarette est arrivée à la moitié. Donc elle va s'assurer que sur les plans suivants, si on reprend à la 5e phrase, la cigarette on reprendra à la moitié. Elle va surveiller tout ce qui est continuité visuelle en fait, c'est-à-dire que rien ne choque dans la continuité sur le tournage. Costume, coiffure, c'est la personne qui s'occupe de tout et qui va aussi être une interlocutrice du réalisateur pour parfois les découpes, ce qu'on appelle les raccords regards. Alors là, c'est un petit peu précis, mais assurer une continuité visuelle sans que personne ne s'en rende compte, en quelque sorte. Ça t'arrange bien d'avoir des bons scripts quand même, toi. Alors moi, je récupère les rapports scripts et je peux les lire parce que, par exemple, la script ou le script donne des indications de jeu. J'ai ce qu'on appelle les prises cerclées, c'est-à-dire que ça me donne une indication sur ce qu'a préféré pendant le tournage le réalisateur ou la réalisatrice, que je peux moi-même remettre en question. Si d'un seul coup, je monte les 2 premiers plans, et le 3e a besoin de quelque chose qui va faire que je vais prendre ce qui était considéré comme la plus mauvaise prise. Ça arrive. Oui, mais ce que je voulais dire par là, c'est mauvais raccord égale compliqué pour toi. Ah, compliqué. Mauvais raccord regard. Mauvais raccord regard, problème technique pour moi que je dois essayer de réparer pour que personne ne s'en rende compte. Avec un peu de musique. Ouais. Un son de porte. C'est ça. On va remettre le thème histoire que les gens s'en rendent pas compte. Il y avait quelqu'un qui a le micro? Oui. Oui. Donc bonjour, merci pour cette conférence déjà. Moi j'avais une question par rapport, vous avez dit qu'il y avait un bruit d'hélicoptère
après qu'il ait trouvé le trésor, justement. Ouais. Mais on l'entend pas vraiment, comme vous avez dit. Est-ce que ça aurait pas été intéressant, justement, de l'adapter avec la musique? Ah, mais on l'entend vraiment. Écoutez la BO, vous allez voir. Ah, ok. C'est-à-dire que quand on l'enlève, on se dit ah bah il manque ce truc là et on blaguait justement parce que tous ces sons sont des sons qui sont pas vraiment des sons qui sont écrits dans la composition, mais c'est là où le travail de la production et le travail de Geoffroy Berlioz avec les sons est incroyable. C'est quand on enlève cet ingrédient, ça marche plus. Le morceau revient quand Albert et Haïdé s'embrassent à la fin. Je sais pas si vous vous souvenez, quand ils sortent de la carriole là, hop, ils s'embrassent. Le morceau revient et à un moment, moi j'ai dit mais on va pas garder le son d'hélicoptère de la fin du trésor au moment où ils s'embrassent. Mais en fait, quand on l'enlevait, il y avait un truc qui manquait. Donc il y a quand même ça au moment où Monte Cristo s'en va, il y a quand même ce brrrr. Voilà, vous pourrez voir. Mais du coup, on est d'accord que je sais pas si vous l'aviez déjà dit ou pas, mais le bruit de l'hélicoptère, c'est vraiment quand la manière dont il va chercher le trésor. Non, c'est vraiment le son de la fin du morceau. Hein. Ok. La manière dont il va chercher le trésor, c'est-à-dire quand on rentre dans la pièce, vous voulez dire? J'ai pas compris. On ne sait pas vraiment comment le trésor, il le récupère lui-même. Donc on peut comprendre que le trésor, justement, il vient avec un hélicoptère. Ah non, on n'a pas pensé à ça. À cette période de l'époque, oui, bien sûr. Ouais, là, on a sur un petit souci d'époque. Ouais. Du coup, je me demandais à quoi il sert ce son. Non, bah, en fait, c'est parce qu'il y avait un hélicoptère dans le ciel, hors champ, et puis quand ils ont tourné, ils se sont dit c'est pas grave, on garde le bruit. Non, ça, c'est pas vrai. Non, il fallait ramener quelque chose de à nouveau hyper puissant au moment où on va passer et noir parce que et machin. C'est quelqu'un qui se venge et il va utiliser sa fortune pour casser des dents. Ouais, je sais pas, mais il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans ce son et qui fait qu'on arrive à passer quelques années plus tard rien qu'avec ce son en fin de compte. Si on avait fait une fin sans son, ça faisait une fin un peu gentille. On pouvait pas avoir ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un a ce micro? Oui. Oui, bonjour. Merci pour déjà tout ce que vous venez de nous dire. Et puis je me demandais, vous avez parlé des thèmes, mais est-ce que du coup les personnages ont des thèmes précis qui reviennent? On a vu que vous nous avez expliqué qu'avec Mercedes, le thème revenait sur le trésor, mais est-ce que les personnages eux-mêmes ont des thèmes? Droit à une affiche. Non, alors, il n'y a pas vraiment de thème par personnage, il y a des thèmes par situation. Le thème de Mercedes et Dantès, c'est vraiment le thème de la passion du début, parce qu'il y a le thème de Mercedes qui arrive à partir du cachot, en fait, quand il rêve, où là, il y a le thème d'amour de Mercedes, qu'on va revoir quand il se revoit et qu'elle est troublée, lorsqu'ils discutent dans la fête, quand ils se mettent à part et qu'ils se mettent à parler, toute la traversée à ce moment-là, la danse, enfin il est réutilisé 7 ou 8 fois, pour le coup le thème associé qu'on appelle le thème de Mercedes, qui est finalement le thème de leur amour perdu, alors que le thème qu'on a entendu là était le thème de leur amour réel, j'ai envie de dire. Le thème de l'amour perdu, c'est même le thème qui est quand elle lit la lettre à la fin, et qui... Voilà. Donc il y a ce thème-là qui est important, il y a ce thème du trésor donc, qui dépend du thème de l'amour réel, et qui est le thème j'ai pas le mot, mais bon, tout le monde a compris. Après, il y a le thème de Monte Cristo, qui est le thème qui fait ta da 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 da, qui en fait est un thème qui doit revenir à peu près 80 fois dans le film. Et ça, c'est important parce qu'au départ, les réalisateurs voulaient vraiment avoir un thème à l'ancien en disant « je veux que ce thème soit… » Et moi, je me disais, ce thème, il est bien, mais il est un petit peu vieillot quand même. Donc, il va marcher dans 2, 3 cas de figure. Et alors, le reste du temps, on l'utilise en fait sous-jacent, on le suggère. Mais ce qui fait qu'en fait, à la fin du film, quand elle lit la lettre et qu'on le voit partir en bateau, ce thème-là devient un morceau. Et à ce moment-là, tout le monde, il y a un côté très fort dans ce morceau, tout le monde l'aime beaucoup, mais simplement parce que quand vous avez entendu 80 fois une mélodie sous-jacente sans vraiment le savoir, quand on vous met un morceau avec cette mélodie, bah, vous vous dites en fait le morceau est formidable. Mais c'est
juste parce que vous l'avez entendu déjà 80 fois, donc vous êtes habitué, vous avez vécu des bons moments avec. C'est un peu comme quand vous passez des vacances à écouter un tube, vous le réécoutez après à la rentrée, le tube, ça vous rappelle les vacances. Voilà, c'est le principe même de la composition de la musique. On s'est fait U de manière subliminale un peu. Ah bah évidemment, c'est le truc. Hein. N'importe quel tube que vous écrivez, en fait, un tube, c'est un morceau qui vous rappelle quelque chose que vous avez déjà entendu. Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière question parmi vous? N'hésitez pas. Toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses idiotes. Ah si. Ça, c'est le principe de donc, quand on travaille sur un film, c'est de se dire, on a le droit de tout faire, parce que c'est quand on essaye des choses qui paraissent un petit peu bizarres qu'en général, on trouve les bonnes idées. Moi, j'ai une question sur l'émotion du compositeur. C'était un travail conséquent de plusieurs mois, une immersion totale, j'imagine, tellement le projet est énorme. Quand tu as terminé tout ça, que tout est validé, que tout est enregistré, t'es comment? T'as une déprime, t'as un deuil à faire sur le travail? Non, là, sur le truc, en fait, c'était tellement proche de ce que j'avais envie de faire que je suis ultra fier à ce moment-là. Ultra fier, on se dit tous, on espère que le film va marcher, parce qu'on n'en sait rien, et on se demande vraiment, c'est une question assez marrante aujourd'hui, c'est qu'on s'est dit, en fait, on pense que les jeunes n'iront jamais voir ce film, parce que c'est un film en costume, parce que c'est Alexandre Dumas qu'on étudie à l'école, ça va emmerder tout le monde, personne ne va y aller, ça dure 3 heures, alors aller voir un film en costume sur un truc que tu étudies à l'école qui dure 3 heures, heureusement il y a Pierre Ninet, donc peut-être qu'on fera 1 million d'entrées, et voilà. Non, à ce moment-là, je suis ultra fier. L'émotion qui est particulière, c'est quand le succès est tel, parce que là, le film du succès est incroyable, le film de la musique à côté du succès est complètement incroyable, puisqu'il y a, rien que sur Spotify, il y a plus de 13 millions de streams de la BO, donc c'est un truc fou. Ça, c'est un peu bizarre émotionnellement, par contre, parce qu'on se dit, bon, j'ai travaillé, j'ai fait mon travail, mais là, ça prend une dimension qui est un peu bizarre, en fait. Un peu bizarre. Voilà. Mais chouette. Mais chouette, ouais, mais en fait, la partie que je préfère, c'est justement la partie où le film vient d'être terminé et où je me dis vraiment, on a travaillé dur, on a travaillé longtemps, je suis fier de ce que j'ai fait et ça correspond à ce que je veux et ça, c'est super. Ça, c'est le meilleur moment. Ben merci. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Célia. Et merci, Pierre-Marie. Et merci à vous pour vos questions. Il y a donc quelques posters à récupérer si certaines personnes veulent repartir avec un Monte Cristo chez eux.